Mesdames et messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité au Bénin ce jeudi 21 janvier 2021, présentiel et annonce de la candidature de Patrice Talon. Ses soutiens continuent de s'en réjouir en attendant de voir leur capacité de mobilisation. Sur la liste, on y ajoute désormais une partie de la communauté scolaire et universitaire du Bénin. Des groupements d'élèves et étudiants de Cotonou ouvrent le bal et déclarent leur soutien à Patrice Talon. On en parle dans un instant. On parlera également de cette décision difficile à accepter par les consommateurs de l'énergie électrique. Il s'agit de la révision à la hausse de la grille tarifaire à compter de ce mois de janvier. En prélude à la mise en application de ces nouvelles conditions, les dirigeants de la SBE ont échangé avec les responsables des associations de droit, donc de défense des droits des consommateurs. Images et reportages à suivre. À suivre également le point de cette action de solidarité de l'Union européenne, plus de 30 milliards 500 millions de francs CFA, c'est la somme qu'elle met à la disposition du Bénin. Objectif soutenir le gouvernement dans la mise en œuvre de son plan de riposte contre la propagation du Covid-19. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans le JT Soir sur Canal 3 Bénin. La décision d'Adjoon continue d'être applaudie par le cercle du pouvoir après l'annonce de la candidature de Patrice Talon à la prochaine élection présidentielle. Cette annonce est saluée par le réseau Perspective 2021. C'est l'un des creusets qui en avait fait la demande il y a quelques mois en vue de maintenir la dynamique entamée depuis 5 ans. C'est donc à juste titre que les membres du réseau ont fait une sortie médiatique pour féliciter le chef de l'État et rappeler ces différentes réalisations. Voici un extrait de leur déclaration. Les objectifs que s'est fixé le réseau Perspective Talon 2021, devenu Perspective 2021, sont les suivantes. Travailler d'arrache-pied pour susciter et obtenir du chef de l'État sa candidature pour se représenter aux élections présidentielles de 2021. Mobiliser entièrement sa caution pour la dite élection. Être à ses côtés partout où besoin sera sur le terrain pour le soutenir. Faire la lumière sur les réalisations du PAG sur le terrain. La première étape importante vient d'être franchie et le mouvement Perspective 2021 se réjouit de l'avis favorable qu'il a reçu le vendredi 15 janvier dernier depuis la ville d'Adjoon par rapport à l'appel qu'il a lancé envers le président de la République pour continuer l'œuvre entamée depuis avril 2016 et accorder encore sa disponibilité à sa nation qu'il a tant aimée pour les 5 années à venir. Si nous avons souhaité que le président aille dans une mission, nous devons pouvoir l'accompagner. Parce qu'aujourd'hui, la politique doit être menée autrement. Comment ne pas se réjouir et accompagner quelqu'un qui, en presque 5 ans, a accompli des réalisations inimaginables auxquelles personne ne pouvait s'y attendre au départ. Nous en appelons aujourd'hui à toutes les femmes et à tous ceux et à tous ces hommes en âge de voter de s'apprêter pour le grand jour. Nous exhortons la jeunesse béninoise ainsi que toute personne qui a la volonté de faire du Bénin un pays développé et attractif de se rallier à notre cause pour poursuivre l'exécution de son programme d'action du gouvernement. La jeunesse béninoise exige que le président Talon doit forcément revenir pour continuer son job qu'il a bien commencé il y a 5 ans. Et pour effectivement continuer son job entamé il y a 5 ans, Patrice Talon peut compter, faut-il le dire, sur le soutien d'une partie de la communauté scolaire et estudiantine du Bénin. Il s'agit précisément des groupements d'élèves et étudiants des collèges et universités de Cotonou, accompagnés d'autres couches de la population accueillant le oui du chef de l'État de briguer un second mandat, un soutien déclaré publiquement ce mercredi à la faveur d'un rassemblement organisé à Cotonou. Les précisions sont avec Nassis Alossé et Moufid Sagouan. Pour ça, oui, nous sommes prêts. Prêts pour poursuivre la dynamique autour de Patrice Talon pour la renaissance annoncée. Et cette couche juvénile montre les prémices avec cette mobilisation des grands jours. La communauté scolaire et universitaire salue surtout les 5 années de gestion de l'homme du nouveau départ. Une gestion empreinte de réformes dans leur secteur. Les nombreuses réformes entreprises dans le système universitaire béninois nous ont facilité l'apprentissage. Nous vous remercions déjà
pour la plateforme e-learning que vous avez mis à notre disposition et pour l'accès gratuit à la connexion Internet dans toutes les universités du Bénin. Vous nous avez permis depuis quelques années de passer des années sans grève, des examens à bonne date. Vous avez réorganisé le dispositif des cantines scolaires pour nos jeunes frères. Nos élèves, fils et filles du pays, saluons votre bravoure et votre courage, car nous avons foi en vous. La foi en l'avenir derrière le président candidat, dont les réalisations en 5 ans fouettent l'orgueil et la fierté de ces jeunes. Voulez-vous, chers jeunes, que l'accès à l'énergie avec une dépendance énergétique soit stoppé? Voulons-nous que la modernisation de l'administration publique à travers la digitalisation des services soit stoppée? Voulez-vous que la construction de 2 stades omnisports de haut standing, respectant les normes internationales, soit stoppée? À qui confier la construction des machines en vue d'une condition favorable au commerce et à l'épanouissement des activités de Michel Maire? Et pour ne pas stopper la dynamique, ces jeunes entendent jouer leur partition. Je voudrais vous appeler à accepter, descendre, lorsque nous allons commencer le combat, les mains nues, avec nos bouches, nos pieds et nos bras, démontrer à tous ceux qui vont se mettre devant notre chemin que nous avons déjà choisi notre président de 2021 à 2026. Nous allons batailler, mouiller le maillot, montrer que maintenant et à jamais, nous n'accepterons plus que le pays retombe dans les mains des gens qui ne veulent pas notre bien, le bien de la jeunesse. L'engagement est ainsi pris publiquement et ces regroupements de jeunes n'attendent que la machine à convaincre les électeurs pour tourner à plein régime. Autre volet de l'actualité dans cette édition, on parle d'une signature de partenariat entre l'école polytechnique d'Abomey-Calavi et Colas Afrique. Principal point de cette convention, le renforcement des capacités des étudiants de l'EPAC, une collaboration qui va permettre aux étudiants de cette école d'acquérir des connaissances nécessaires pour être immédiatement opérationnels une fois après les études. La cérémonie de signature de la convention a eu lieu ce mercredi à l'université d'Abomey-Calavi. Les précisions sont avec Nassis Alossé. Un nouveau partenaire pour l'école polytechnique d'Abomey-Calavi EPAC. Colas Afrique tend la main à la pépinière d'ingénierie de l'université d'Abomey-Calavi. Il s'agit ici d'une convention de partenariat pour non seulement renforcer les connaissances académiques des étudiants, mais aussi et surtout adapter leur aptitude aux besoins réels du marché à travers des stages, des formations et des séminaires thématiques. Colas s'engage donc à mettre à la disposition de l'EPAC, dans un volume de 30 heures par trimestre, des collaborateurs et experts extérieurs, professionnels du métier, qui accompagneront les étudiants dans les différents domaines d'expertise donnés. Organisation des séminaires de formation sur les thématiques du BTP. Ces séminaires seront co-organisés par l'EPAC et définis et validés par la direction de Colas Afrique, conjointement avec la direction de l'EPAC. Troisième volet de ce partenariat, le Centre autonome de perfectionnement de l'EPAC sera référencé comme centre agréé de formation pour Colas Afrique. Quatrième volet, nous organiserons conjointement chaque année des journées portes ouvertes sur les métiers du BTP, pour que les étudiants puissent découvrir la richesse et la diversité des métiers que nous exerçons dans ce secteur. Le cinquième domaine, le domaine de la recherche et du développement. Colas Afrique s'engage à accueillir des doctorants dans son laboratoire central de Cotonou pour que ceux-ci puissent effectuer leurs recherches. Le but visé par la multinationale de construction d'infrastructures routières est d'offrir à l'EPAC les moyens de renforcer la formation des futurs ingénieurs afin de les rendre efficaces, efficients et compétitifs. Les responsables de l'université d'Abomey-Calavi apprécient la qualité du partenariat. La formation des apprenants ne peut être de qualité sans la concrétisation des notions théoriques
par la pratique en entreprise. Cette contrainte amène l'École polytechnique d'Abomey-Calavi à nouer des partenariats techniques et professionnels avec plusieurs entreprises et sociétés de la place. Et je voudrais souhaiter très sincèrement que nos étudiantes et nos étudiants, que nos laboratoires puissent profiter au maximum de ce partenariat et que nous donnions en retour ce que Colas attend de nous, parce que c'est du donnant-donnant. Nous avons des compétences à faire valoir, Colas a des infrastructures, Colas a une expérience. Tout cela mis ensemble permettra de sortir des produits mieux qualifiés, Nous sortons de très bons produits. La phase protocolaire terminée, les deux parties ont procédé à la signature puis à l'échange des documents de la convention de partenariat. Ce geste marque le démarrage d'une étroite collaboration entre l'EPAC et Colas Afrique. Dans la suite de ce journal, ce constat désolant, l'axe Calavi-Kota-Houedo-Révier-Kokodi est devenu l'axe de la mort. Des citoyens perdent la vie régulièrement sur ce tronçon. Dans le collimateur des riverains, les conducteurs de camions de l'entreprise Ebomaf, société en charge de la construction des voies dans la commune d'Abomey-Calavi. Et pour enfin arrêter la saignée, le ministre des Infrastructures et des Transports a fait une descente sur le terrain. Sur place, Hervé Heromé a annoncé des mesures fortes pour rétablir la discipline dans le rang des conducteurs de cette entreprise sur le tronçon. Reportage. Suite aux nombreuses plaintes de cas d'accidents enregistrés sur ce tronçon Calavi-Kota-Houedo-Révier-Kokodi, le ministre en charge des Travaux publics, Hervé Heromé, a effectué une descente sur les lieux pour mieux s'imprégner des causes et conséquences de cette situation. Il résulte des informations recueillies sur le terrain que l'imprudence, l'excès de vitesse et l'inobservance des règles de sécurité par les conducteurs de véhicules poids lourds de l'entreprise Ebomaf sont en partie responsables des nombreux accidents, parfois mortels. Suite aux événements tragiques qui se sont produits ces derniers jours, un certain nombre de mesures ont été prises. Et certaines informations me sont parvenues. Il faut que tous les employés, tous les conducteurs sachent que personne n'est au-dessus de la loi. Celui qui fait un accident mortel, un accident en général, répondra devant l'autorité. Ça veut dire police, justice. Nous sommes là, c'est pour travailler, c'est pour le développement, c'est pour construire la route. Et construisons la route, faisons notre travail avec la conscience professionnelle qu'il faut. Je saisis l'occasion pour présenter d'abord mes condoléances au nom de la commune de Calavi aux différentes familles éplorées. Le temps de nous organiser et d'aller dans les maisons respectives. La question de sécurité sur cette voie en chantier vient donc sur tapis et les populations pointent d'un doigt accusateur l'entreprise Ebomaf, dont les conducteurs de véhicules poids lourds ne respecteraient aucune norme de sécurité routière. Des mesures sont prises à cet effet par l'autorité ministérielle en collaboration avec le directeur général de la société pour qu'à l'avenir, l'on n'enregistre plus de cas d'accident. Première mesure que nous avons prise, c'est d'abord de vérifier la qualité de l'outil de travail, c'est-à-dire la qualité des véhicules que vous utilisez. Ne seront désormais acceptés sur nos chantiers que des conducteurs de véhicules, pour les véhicules poids lourds, des conducteurs qui disposent de permis de conduire de poids lourds avec un minimum de 7 ans d'expérience. Si le permis de quelqu'un poids lourd n'a pas 7 ans d'expérience, nous ne l'acceptons plus sur nos chantiers. Et c'est une mesure qui sera généralisée sur tous nos chantiers. Le Centre national de sécurité routière est instruit pour effectuer des visites inopinées sur ce chantier afin que soient dissuadés les conducteurs indélicats. Justement, le Gaba, les conducteurs indélicats, on en trouve également sur l'axe Akasato-Alada qui enregistre également donc, des cas d'accident. Le ministre des Infrastructures et des Transports s'y est rendu. Donc également à ce niveau, Hervé Heromé a annoncé la mise en œuvre d'un plan d'urgence dans les jours à venir. On va l'écouter. Nous avons prévu la construction de ce deuxième côté de la route. Nous avons été perturbés dans la programmation avec la pandémie, nos experts qui n'ont pas pu finaliser les dossiers et autres.
Donc on n'a pas pu le faire cette année. Mais face à la recrudescence des accidents, nous avons décidé de mettre en œuvre une solution d'urgence. Et cette solution d'urgence consiste à aménager en terre. Nous allons aménager en terre ce deuxième côté de la route et nous allons dévier le trafic des deux roues du sens nord vers le sud. Nous allons dévier ce trafic sur ce second côté qui sera aménagé en terre. Nous allons réaliser les signalisations requises et nous allons accompagner tout ceci avec de la sensibilisation, de l'information aux populations. Et je vais pouvoir compter sur le maire et ses services techniques pour nous aider à sensibiliser la population, notamment les deux roues, qui sont en danger vu ce que nous avons enregistré jusque-là. Il faut dire que nous n'avons pas opté pour la solution de démolition du terre-plein central parce que les bordures du terre-plein central, notamment côté route revêtue, nous servent à maintenir la route en état, à garantir la durabilité de la route jusqu'au moment où nous serons prêts à réaliser le second côté. Nous allons accompagner la mesure de l'interdiction de stationnement des gros porteurs dans l'emprise de la voie. Nous allons interdire ça et nous allons prendre l'appui de la police républicaine pour mettre en exécution cette interdiction. Alors, je vais quand même terminer par une bonne nouvelle, c'est que nous sommes en discussion avec le Millennium Challenge Corporation dans le cadre du compact régional pour la prise en compte de cette route qui serait carrément une reconstruction depuis Cotonou, je vais dire Godomé, on va même voir la possibilité de quitter le nouvel échangeur de Verdocor. Nous allons prendre depuis le nouvel échangeur de Verdocor, passer par Godomé jusqu'à Boycon en 2x2. Et nous allons souhaiter que cette discussion avec le Millennium Challenge Account prospère rapidement. Je l'ai annoncé en début de cette session d'information. À compter de ce mois de janvier, vous allez constater un changement sur vos factures d'électricité. En attendant d'améliorer ces prestations, la SBEE revoit à la hausse sa grille tarifaire. Les conditions et les modalités de ce réajustement ont été présentées aux associations de défense des droits des consommateurs par les responsables de la Société béninoise d'énergie électrique. C'était à la faveur d'une séance de travail qui s'est déroulée mardi dernier dans les locaux de la société à Cotonou. On voit ça avec Nassis Alossé et Elvis Tonokwa. Le décret 2020-328 du 24 juin 2020. 6 mois après la prise du décret qui présentait la révision tarifaire au niveau de l'énergie électrique au Bénin, place à son application. Et c'est le sujet qui réunit ici les associations des consommateurs autour des responsables de la Société béninoise d'énergie électrique. Au niveau de la tranche sociale, avant 2020, c'était 78 francs. En 2020, c'est toujours 78 francs. Et en 2021, ce sera 86 francs. Au niveau de la tranche 1 des clients domestiques basse tension, avant, c'était 109. Au niveau de 2020, c'est 114 francs. Au niveau de 2021, ça passe à 125 francs. Au niveau de la tranche 2, c'est-à-dire les clients qui consomment plus de 250 kWh, avant c'était 115 francs, 2020 c'était 134 francs, et 2021 c'est 148 francs. À en croire les responsables de la SB2E, ce relèvement des tarifs est fait dans le but d'assurer l'équilibre financier du secteur de l'énergie et d'améliorer durablement les performances de leur structure. Et ceci suite aux nombreux investissements faits dans le secteur. Déjà plus du milliard de francs CFA et près du demi-milliard en attente encore pour les mois à venir. Nous faisons tout ce qui nous est possible pour améliorer l'ensemble du réseau, pour augmenter la fiabilité du réseau. Et le gouvernement nous accompagne et je pense qu'avec ce qui est actuellement sur la table, il y aura d'énormes améliorations d'ici le 2025 au niveau de l'ensemble des consommateurs.
En face, les responsables des associations de consommateurs conviés à cette rencontre trouvent que c'est une nouvelle pilule amère, même si ces changements intervenus n'affectent pas la tranche sociale. Une réaction qui a appelé une équivoque. Ce n'est pas la SBE qui fixe les prix de l'électricité. C'est une démarche, l'arrêt intervient. Vous avez bien vu, c'est le gouvernement qui prend le décret et nous, on suit. Les partenaires de la SB2 ont enfin évoqué un certain nombre d'incohérences, notamment les longues durées d'attente des consommateurs devant les guichets pour le règlement de leurs factures. Par rapport au fil d'attente, nous avons commencé à faire un effort pour le fait que nous avons, avec nos partenaires, travaillé aujourd'hui à ce qu'il y ait une dématérialisation par rapport au paiement pour les compteurs prépayés. Dans la restructuration de l'entreprise, oui, il est prévu de modifier un peu la façon de faire, donc du côté technique et du côté commercial, pour augmenter le nombre de représentations commerciales et pour changer la façon de faire la maintenance de façon différente. Donc, en plus de ceci, les responsables de la Société béninoise d'énergie électrique ont rassuré que les frais d'entretien des compteurs électriques n'existent plus. Plus loin, ils ont annoncé bien d'autres mesures d'accompagnement pour la clientèle. Santé à présent, on en parle de moins en moins et pourtant le mal existe toujours et continue de se propager malgré les mesures imposées par le gouvernement. Les chiffres de contamination au coronavirus montent au tableau officiel du Bénin. Nous avons plus de 3500 cas confirmés avec 48 décès à la date de ce mercredi. Le gouvernement tire la sonnette d'alarme et invite la population à la vigilance et surtout au respect des gestes barrières. Le ministre de la Santé a tenu un point de presse à cet effet. Voici ce qu'il en dit. Notre pays fait face depuis le 16 mars 2020 à la pandémie de la Covid-19. Pour limiter sa propagation, le gouvernement développe des stratégies de riposte régulièrement mises à jour. La transmission de cette maladie est essentiellement communautaire, avec un pic observé au mois de juin-juillet 2020 et une stabilisation, voire une tendance baissière depuis les 4 derniers mois de l'année 2020 dans notre pays. Depuis quelques semaines, à l'instar des autres pays de la sous-région et du monde, le Bénin est confronté à une recrudescence du nombre de cas. Ainsi, depuis le 1er janvier 2021, le nombre moyen de cas confirmés par jour a doublé, passant de 8 à 17. Le nombre de cas graves suit la même tendance. À la date du 19 janvier 2021, le Bénin compte 3 595 cas confirmés à la PCR, dont 3 290 guéris, 250 patients en cours de suivi, dont 38 cas graves et 5 décès enregistrés en 20 jours, portant à 48 le nombre de pertes en vies humaines liées à cette pandémie au Bénin. Ces cas graves et décès sont enregistrés surtout chez les sujets à risque, âgés de plus de 60 ans, porteurs de diabète, d'hypertension artérielle, d'accident vasculaire cérébral, souffrant de drépanocytose, d'obésité, d'asthme et d'autres maladies cardiovasculaires, ayant consulté tardivement. Ces décès surviennent malgré la qualité des soins qui leur sont prodigués. Pour maîtriser la situation épidémiologique actuelle, le gouvernement prescrit le respect strict des mesures barrières, à savoir le port systématique de masques, le lavage des mains à l'eau et au savon, ou encore la désinfection des mains avec la solution hydroalcoolique et le respect de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes, la consultation précoce ou l'appel du 136 au moindre signe faisant penser à la COVID-19 ou assimilable à des signes de grippe ou de paludisme, fièvre, toux, éternuement, rhume, diarrhée, perte du goût ou de l'odorat, difficultés respiratoires pour ne citer que ceux-là, le dépistage et la mise sous traitement présomptif systématique de tout cas suspect dans les formations sanitaires et les sites dédiés à cet effet sur toute l'étendue du territoire national. La poursuite de l'application de la politique de mise à disposition des pharmacies, de chloroquine et de masques à prix subventionnés en vue de favoriser leur accès à la population. C'est le lieu de rappeler à nos concitoyens que la vie a certes connu une reprise relative de son cours normal, mais la pandémie n'est pas terminée et nous devons rester vigilants. Et ce d'autant plus
avec l'apparition de variants du virus qui se révèlent tout aussi dangereux. Le gouvernement reste attentif à l'évolution de la situation. Voilà quelques soucis avec cet élément sur lequel nous allons certainement revenir dans nos prochaines éditions. De son côté, l'Union européenne appuie et encourage le Bénin pour l'efficacité de son plan de riposte contre la pandémie du Covid-19. Plus de 30 milliards 500 millions de francs CFA ont été mis à la disposition du gouvernement pour maintenir le cap. La cérémonie de remise de chèques s'est déroulée mercredi dernier au ministère de l'Économie et des Finances. Reportage. Le ministre de l'Économie et des Finances, Romuald Wadani, reçoit ici un chèque de 30,5 milliards délivré par l'Union européenne. Le fonds est mis à disposition afin de soutenir le gouvernement du Bénin dans sa politique de gestion de la pandémie de Covid-19. Dès le début de la crise, l'Union européenne, avec la Banque mondiale, vous étiez les deux grands partenaires qui ont montré une réactivité sans faille. Et votre absence nous avait manqué. Et les équipes ont été formidables et votre arrivée a complété donc les efforts fournis par les équipes et on a senti vraiment un grand changement. Et ça, je tenais sincèrement à vous remercier pour ça. C'est un soutien supplémentaire de l'Union européenne qui va permettre à l'État de répondre aux conséquences sanitaires liées à la Covid-19, notamment en faveur des personnes les plus vulnérables. L'appui facilitera également au gouvernement la poursuite des actions pour le développement du pays. Je suis heureuse de rappeler ici la réponse rapide que l'Union européenne a pu apporter à la demande formulée par le Bénin. Dès le début de la crise, à travers un soutien par deux voies. Premièrement, l'anticipation du déboursement d'une partie du fonds d'appui budgétaire prévu pour 2020, qui a permis de verser au budget de l'État du Bénin 6,3 milliards de francs CFA en juin 2020. Deuxièmement, des aménagements aux 3 programmes d'appui budgétaire mis en œuvre au Bénin dans les domaines des finances publiques, de l'agriculture et de la décentralisation et de la déconcentration. Cela a permis de maximiser et de sécuriser les montants d'appui budgétaire prévus en 2020 et d'apporter aujourd'hui un soutien supplémentaire au Bénin de 30,5 milliards de francs CFA pour renforcer la gestion des conséquences de la crise Covid-19. Ce virement de ressources au profit du budget national témoigne donc de la qualité du partenariat de longue date qui lie l'Union européenne et le Bénin. L'engagement est pris à travers cette cérémonie de remise de chèques pour endiguer le coronavirus sur l'ensemble du territoire national. Dans le dossier magazine de ce 19h30, on s'intéresse à la situation qui prévaut au poste frontalier de Sémékraké entre le Bénin et le Nigeria après plus d'un an de fermeture. Malgré la décision de réouverture prise par le Nigeria, l'activité économique reste toujours souffrante. Les camions, les marchandises, les véhicules de plaques nigérianes, ils sont quasi absents, ce qui complique davantage la vie aux populations et aux commerçants. C'est un constat signé Clément Tchadé. Nous sommes ici à Sémé-Yamadiako qui fait frontière entre le Bénin et le Nigeria. Malgré la réouverture des frontières depuis le 16 décembre dernier, le commerce se trouve toujours bloqué. L'affluence des grands jours n'est pas au rendez-vous. Les clients se plaignent de la cherté du franc CFA par rapport à la monnaie Naira. Mais à côté se trouve aussi le blocage des camions transportant les marchandises du Bénin vers le Nigeria qui pose aussi problème. Sébastien Kakpo est propriétaire de kiosques de change de devises ici à la frontière de Sémékraké. Il se souvient encore de la douloureuse période de fermeture des frontières nigérianes qui a presque ruiné toute son économie et détruit son petit commerce. Fermeture, là, vraiment, on a beaucoup souffert ici. On a beaucoup souffert, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas la nourriture. Vraiment, tout est bloqué. Tu viens, tu peux retourner à la maison avec 200 francs. Mais on est dedans. Et on prie Dieu et maintenant ils sont venus ouvrir la frontière. Malgré la réouverture des frontières, le commerce local est toujours en difficulté. Un véritable casse-tête pour les riverains habitués à de gros chiffres d'affaires. Effectivement, jusqu'à présent, ça ne fonctionne pas comme avant. Tout est gâté. Par exemple, avant, là, on fait l'échange de Naira à 385 pour le 1000 francs. Et maintenant, c'est à 880. Naira pour le 1000 francs. Donc vous voyez que les gens de Nigeria pour venir ici, ils vont amener leur argent beaucoup avant de prendre notre CFA. Donc ils ont fui pour arriver.
Bon, ils ont ouvert la frontière maintenant, mais là où nous sommes, rien ne va pas comme avant là. Rien ne passe pas. On ne trouve pas les clients ne rentrent pas. Si les clients rentrent là, ils disent qu'ils ont déjà utilisé tout l'argent là-bas. Donc ici, là, s'ils viennent, ils n'achètent plus rien. Bon, on peut dire que les gens sortent un peu. Bon, il y a un peu d'influence. Bon, peut-être si c'est à cause des fêtes que ça a ralenti un peu, on ne sait pas. Mais ça a freiné un peu après les fêtes. Entre plainte et désespoir, les commerçants et commerçantes s'en remettent aux autorités nigérianes qui, selon elles, jouent encore à la carte du protectionnisme stratégique. Bon, en fait, jusqu'à présent, les camions ne passent pas. Sinon, peut-être il y a de l'autre côté, nos camions viennent, ils font non. Il y a des bagages qui contournent le derrière là-bas. Et ils viennent faire la douane ici avec leurs marchandises. Bon, maintenant, on ne peut pas chiffrer ça parce que notre chiffre d'affaires, ça varie. Donc, ça dépend de ce que tu as trouvé dans une journée. Parce qu'on travaille à la base des clients. C'est ce que les clients t'ont versé. Bon, toi, tu vas chercher le CFA pour leur retourner ça. C'est en quelque sorte ça. À piéton, là, bon, vraiment, pour Bénin, vraiment très facile. Il n'y a pas aucun problème. Notre sécurité, on ne dérange pas. Vraiment, tout est facile. Les douaniers, tout est facile. Mais au Nigeria, avant de rentrer, là où tu vas payer 100 naira, maintenant, on peut jusqu'à 5 000 naira. On va te bouffer. Il y a 2 postes. Normalement, les 2 postes là, en CFA, ça fait 250. Maintenant, tu vas encore payer jusqu'à 10 000, à 5 000 avant que tu rentres. Ce n'est pas bon. À cette situation éprouvante de la monnaie, s'ajoute le non-passage des camions qui auparavant facilitaient les échanges commerciaux. Avant, le franc CFA avait beaucoup de naira. C'est comme ça, là, il ne vient pas pour acheter ici maintenant. Là. Bon, le marché là, c'est bloqué. Et les émigrants là, maintenant, les émigrants ne travaillent pas. Les vendeuses qui sont au marché là, ils ne vendent pas. C'est le blocage ça. La ouverture de la frontière là, le changement de la monnaie, c'est ça qui nous dérange. C'est pour cela que les gens ne viennent pas au marché normalement. Donc avant, on prend 1000 naira pour gagner 2500 francs. Maintenant, c'est à 1100 francs, 1000 naira. C'est pour cela que les gens ne viennent pas au marché. Donc on est dans le problème de trouver un petit sou pour manger avec nos familles, c'est un problème. À Sémékraké, face à l'incompréhension, la déception et l'attente infinie, les usagers appellent les pouvoirs publics au secours. Les autorités aussi le savent que vraiment la population souffre. Donc ils doivent essayer de nous aider pour que les activités reprennent normalement comme il le faut. Parce que si les camions ne sortent pas, n'entrent pas, bon, il y a toujours des problèmes. Voici ce que je vends, les boissons et autres. Mais rien ne marche. Nous remercions d'abord le président Talon pour tout ce qu'il a déjà fait. Mais s'il peut en faire davantage, ça serait bien. Nous avons les marchandises étalées, nous ne vendons rien, alors que nous avons des enfants qui vont à l'école. Nous devons manger. Les gens disent partout que les frontières sont ouvertes. Mais rien ne marche. Les rares clients qui viennent n'ont pas d'argent pour acheter. Avec les camions, les marchandises et les véhicules d'immatriculation nigériane qui deviennent rares, voire inexistants, l'activité économique fait face à une nouvelle crise due à la mobilité conditionnée des acheteurs et vendeurs. En attendant la réponse des autorités, certains commerçants ont déjà repris le chemin de la contrebande. Depuis la fermeture. Et pendant ce temps, le représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement a effectué quant à lui une visite de terrain dans les communes de Bonou et d'Avranco. Il est donc allé apprécier en personne la mise en œuvre du projet commune millénaire de Bonou et du projet moyen de subsistance. Il s'agit en effet de 2 projets qui ont une forte valeur ajoutée sur la chaîne agricole de ces 2 communes de la vallée. Reportage. La mise en œuvre du projet commune millénaire de Bonou
et du projet moyen de subsistance durable a incontestablement fait des heureux dans cette région de la vallée. Mais pour s'assurer en personne de l'impact de ces deux projets sur la chaîne agricole et surtout sur les populations bénéficiaires, le représentant résident du PNUD a effectué une descente sur les différents sites. C'est formidable de voir ces femmes, ces enfants, ces jeunes qui sont avec plein d'énergie, qui sont en train de produire, faire face à beaucoup de difficultés. Mais malgré ça, qui ne se découragent pas et qui continuent de produire et qui sont même en train de réfléchir et de penser à étendre leurs activités. Notre activité phare, c'est la transformation du riz, paddy en riz étuvier. Nous avons eu la grâce de bénéficier d'une mini-rizerie. Il y a 3 élévateurs et puis le nettoyeur. C'est un centre qui nous est très utile. Et si dans la mairie, vous nous en fournir encore des documents, ce serait aussi bon. Le site de l'arrondissement de Coton, dans la commune d'Avrancou, a aussi accueilli la délégation. Ici, on parle du projet moyen de subsistance durable. Le site sur lequel nous sommes ici, c'est un site aménagé 2 hectares au profit des femmes de cette communauté. Nous sommes très contents et nous sommes prêts à vous accompagner chaque fois que vous nous sollicitez. Le représentant résident du PNUD s'est réjoui de la bouffée d'oxygène que constituent les projets pour les populations. Mohamed Abchi s'est de ce fait engagé à soutenir davantage les communautés à la base. Nous allons réfléchir avec les collègues à l'interne. Je suis sûr et certain que ceux qui suivent ces projets ont déjà commencé à réfléchir à comment on pourrait les assister à vendre ce qu'elles sont en train de faire, pas seulement dans les alentours immédiats, mais peut-être un peu plus loin. Je crois que c'est l'une des leçons que j'ai tirées un peu de cette visite. Et je crois que c'est des projets qui méritent d'être continués. Je suis très content que dans le cas de PCM Bono, le gouvernement lui-même a décidé, dans le cadre de la stratégie de sortie, de prendre en charge le projet encore sur une année. L'épanouissement des populations à la base reste un défi majeur pour l'État qui n'entend pas croiser les bras, le PNUD et d'autres partenaires non plus. Dans la suite de ce journal, un rendez-vous à marquer dans vos agendas. Les 22, 23 et 24 janvier prochains, le Bénin, à l'instar des autres pays du monde, va célébrer la journée mondiale de la culture africaine. Au menu, le comité d'organisation prévoit plusieurs activités. Les membres de ce comité étaient d'ailleurs face à la presse pour dévoiler le programme des festivités. Reportage. Depuis cette salle de théâtre du Centre culturel artistique Africa à Cotonou, les manifestations entrant dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la culture africaine sont lancées. Les 22, 23 et 24 janvier prochains, le Bénin va vibrer aux couleurs des réalités d'Afrique et le comité d'organisation, à travers cette conférence de presse, vient annoncer son utilité et le contenu du programme concocté. La JMCA, c'est bien sûr un sigle, mais ce sigle, si jamais l'Africain que nous sommes, Béninois que nous sommes, nous laissons les Occidentaux, nous laissons d'autres continents nous arracher cette journée de l'Afrique, on aurait tout perdu. Personne au monde ne peut compter son histoire que par lui-même et non par l'autre. C'est nous-mêmes qui devons compter notre histoire. Nous nous réveillons et nous avons des présidents, des chefs d'État qui disent aujourd'hui, nous devons donc faire de cette Afrique une belle Afrique. Culture et développement, solidarité du vivre ensemble. C'est la thématique qui va mobiliser les attentions durant les 72 heures que va durer l'événement. Toutes les communautés africaines de la diaspora et même les afro-descendants seront représentés à ce rendez-vous. Plusieurs communications seront également présentées par d'éminents professeurs et personnalités politiques. Si le Bénin aujourd'hui s'investit
pour la journée mondiale de la culture africaine, JMCA, c'est parce que le Bénin a eu le courage, par son Assemblée nationale, est allé signer la charte de la renaissance de la culture africaine. Cette journée mondiale de la culture africaine, elle n'est pas seulement de la culture africaine, elle est de la culture africaine et afro-descendante. C'est pour ça que nous saluons ici tous nos frères et sœurs de la diaspora. Le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts accompagne toujours tous les événements qui participent donc de la visibilité de notre culture, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. La journée destinée à la commémoration de la culture africaine ne saurait exister sans la contribution du réseau africain des promoteurs et entrepreneurs culturels. L'objectif premier de ce réseau est de faire de la culture un principal levier de développement des pays africains. L'Agence belge de développement et le Fonds national de développement agricole entrent en partenariat à travers la signature d'une convention. C'est un dispositif de financement de la filière ananas. L'objectif est donc d'améliorer et de sécuriser les revenus des agri-entrepreneurs des chaînes de valeur de la filière. Le reportage est signé Nagui Balagwe. C'est un nouveau mécanisme d'appui à la filière ananas qui ainsi entre dans sa phase opérationnelle. Il consiste en une subvention de l'Agence belge de développement ENABEL pour soutenir les investissements des agri-entrepreneurs dans les différents maillons de la filière et passe par le dispositif du Fonds national de développement agricole FNDA pour se conformer à ses règles et procédures. C'est ENABEL qui intervient ce jour à travers la présente cérémonie pour doter le FNDA d'un renforcement à travers ces guichets pour des subsides d'un montant de plus d'1 million d'euros, destinés cette fois-ci exclusivement aux producteurs, la filière ananas, bien sûr, ananas, tout maillon confondu. Donc les producteurs sont concernés, les transformateurs, les exportateurs, tous les maillons sont concernés par ce dont il s'agit ce matin. Une démarche qui traduit la volonté des deux structures, à savoir ENABEL et le FNDA, de joindre leurs efforts pour renforcer la compétitivité de la filière à travers l'accroissement des investissements publics et privés. La présente convention a pour objet l'octroi par ENABEL d'un subside au FNDA qui vise la mise en place d'un mécanisme de subvention d'investissement adossé au crédit. Le montant du subside octroyé par ENABEL est au maximum 1 190 914 euros. Et dans ce budget, presque la totalité, donc plus que 1 million d'euros, est allouée aux bénéficiaires. C'est important que vous savez que ça, c'est adressé aux bénéficiaires qui sont les producteurs, les transformateurs, les exportateurs de la filière d'ananas. Le mécanisme est adossé au crédit et géré de façon professionnelle et transparente. Il est mis en œuvre à travers 9 structures de financement, dont 6 systèmes financiers décentralisés et 3 banques. Dans le reste de l'actualité maintenant, un pôle agroalimentaire dans la commune d'Abomey-Calavi. C'est un projet de grande envergure mentionné dans le programme d'action du gouvernement en faveur de cette commune. Il s'agit d'un marché où on peut trouver des produits issus de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Les signatures de contrats pour la concrétisation de ce projet ont été faites il y a une semaine. Ce mercredi, c'était l'étape de dédommagement des propriétaires dont les terres ont été prises par le projet. Ils ont reçu le chèque à la mairie d'Abomey-Calavi. Les premiers expropriés de la zone Kansumpa-Zopa dans la commune d'Abomey-Calavi ont reçu leur chèque de l'Agence nationale du foncier et du domaine. Leurs parcelles ont été déclarées d'utilité publique pour abriter le marché de gros, encore appelé le pôle agroalimentaire. Les bénéficiaires de cette première série sont ceux qui avaient fourni à temps leur dossier. Je voudrais nous dire qu'aujourd'hui, c'est l'étape de remise de chèques. C'est la première d'une série. Il y aura d'autres séances, aussi muettes que publiques,
qui permettront aux personnes affectées par le projet d'entrer en possession de leurs fonds. Le marché de gros à construire dans la zone de Kansumpa-Zopa couvre une superficie de 168 hectares. Pour sa réalisation, l'État béninois débourse 80 milliards de francs CFA, puis 9 autres milliards pour dédommager les expropriés. Pour avoir accepté de concéder leurs terres, les personnes affectées sont à l'honneur. En acceptant de mettre à la disposition du projet vos précieux domaines, vous venez ainsi démontrer votre sens aigu de citoyenneté et votre attachement à la grande révolution infrastructurelle qui s'opère dans notre pays depuis 2016. Votre exemple séduit et interpelle ceux qui hésitent encore à se mettre en route pour nous hisser l'étendard de notre pays, que dis-je, l'étendard de notre commune Abomey-Calavi plus haut. Ce domaine n'étant pas la propriété de l'État, car ce sont vos parcelles, chères personnes affectées, le gouvernement de son Excellence, le président Patrice Athanase Guillaume Talon, a voulu faire les choses dans les règles en dédommageant systématiquement toutes les personnes affectées par le projet. Le marché de gros est déjà une réalité. Les travaux de construction du pôle agroalimentaire sont prévus pour durer de 16 à 18 mois. Pendant ce temps, les personnes expropriées restantes vont entrer en possession de leurs chèques, a rassuré la NDF. Raison pour laquelle le directeur de cette agence, Victorien Koublenou, invite les retardataires à produire leur dossier. Et puis cette triste nouvelle, avant de vous quitter, sachez que Sa Majesté Souno Saradogo, roi de Touro, a rejoint ses ancêtres. Son décès est survenu en début d'après-midi de lundi dernier, âgé d'environ 90 ans, et laisse derrière lui une communauté qui regrette le départ d'un homme vertueux et développeur. Son inhumation a eu lieu donc ce même lundi et les cérémonies vont se poursuivre jusqu'à l'intronisation de son successeur. Reportage. Consternation au palais royal de Touro, dans la cité de Kobourou. Sa Majesté Souno Saradogo a tiré sa révérence des suites d'une longue maladie. Ses enfants, sa famille et Touro en général pleurent le départ d'un homme très vertueux. La nouvelle, ça m'est arrivé, je suis tellement bouleversé, puisque c'est mon papa. Je suis bouleversé de la sorte que je ne sais pas quoi faire. Mon père a été intronisé le 25 août 2004. Je ne peux pas l'oublier. Quand un enfant est fautif, de part et d'autre, il cherche à réconcilier, nous les enfants d'abord. Il ne faut pas te prendre à l'école, de faire comme il fait, d'unir de part et d'autre, de l'est à l'ouest, du sud de nous unir tous. Il a fait son temps. Je rends grâce à Dieu. Il nous a accompagnés jusqu'à ce moment-ci. Mais vraiment, l'homme ne suffit jamais. C'est mon oncle, il m'est cher. C'est un choc pour nous. Donc, depuis hier là, on n'a pas pu dormir. Donc, ce matin, nous sommes présentés ici pour s'asseoir, attendre les visiteurs pour qu'ils viennent nous saluer à cause du deuil qui nous a eu hier nuit là. Après avoir passé 16 ans, 5 mois sur le trône, le roi Souno Saradogo vient de rejoindre ses ancêtres. Défenseur des valeurs culturelles et culturelles, et par-dessus tout un roi développeur, ce dernier restera à jamais dans les cœurs de ses proches. C'est le rassembleur du village, c'est le gardien de nos traditions. Quels que soient les rapports que vous avez avec lui, vous savez que c'est lui qui est l'organisateur principal de la localité. Donc c'est une grande douleur pour nous que de le voir partir. Feu roi Souno Saradogo est inhumé dans l'enceinte du palais selon les rites dus à son rang. Les cérémonies de son inhumation se poursuivront sur une période de 3 mois jusqu'à sa succession.
Voilà, mesdames et messieurs, ainsi va le Bénin ce jeudi 21 janvier 2021. Merci à vous qui nous suivez depuis Tourou. Merci de votre fidélité au programme de Canal 3 Bénin. On se retrouve demain quand il va sonner 19h30. Merci, au revoir.